Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Free Agent. La Free Agency cette année qui va déterminer une partie du destin des Los Angeles Lakers. Vous allez voir néanmoins que ce ne sera pas facile d'aller chercher les agents libres de renom et d'impact. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 La saison NBA 2024-2025 n'est pas terminée, pourtant nous devons déjà nous projeter sur la prochaine saison. C'est une saison charnière dans l'histoire des Los Angeles Lakers qui viennent d'acquérir un joueur générationnel comme lorsqu'ils ont eu LeBron James, ce qui a terminé par un titre NBA en 2020. Comme lorsqu'ils ont fait venir Anthony Davis et cette paire entre LeBron et Anthony Davis a donné un titre aux Los Angeles Lakers. Eh bien, dans cette même logique, les Lakers ont pu acquérir un joueur comme Luka Doncic le 2 février dernier. Maintenant, le devoir du front office des Los Angeles Lakers, c'est de mettre autour de ce joueur tous les outils nécessaires, tous les assets nécessaires, tous les joueurs nécessaires afin que cette équipe soit compétitive et qu'elle devienne un vrai candidat au titre. Vous pouvez me prendre pour un fou, mais j'ai envie de vous dire que malgré toutes les contraintes qui sont liées à la masse salariale des Los Angeles Lakers, à la structure des contrats de certains joueurs, eh bien les Lakers ont de quoi, dès cette année, monter une équipe qui peut aller chercher le titre. Dans cette émission aujourd'hui, nous n'allons pas parler de trade, nous n'allons pas parler de sign and trade, nous n'allons pas parler de la draft. Ce sont des sections qui viendront dans des vidéos ultérieures. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer exclusivement sur la question des free agents, sachant que une partie des trades de ce qui va se passer pendant la draft va déterminer le marché que les Lakers vont faire pendant cette intersaison. Il est important de comprendre que cette analyse que nous allons faire des agents libres ne peut pas être une analyse exhaustive puisque nous dépendons de ce que vont faire les Los Angeles Lakers par rapport à tous les assets qu'ils possèdent. Il y aura un ou deux trades, Rob Pelinka l'a déjà dit. Ainsi, nous n'allons pas dans cette émission vendre de la fumée. Nous allons essayer de rester le plus concret possible et le plus réaliste possible. Ainsi, nous allons parler de la structure financière d'abord. Quelles sont les ressources dont disposent les Los Angeles Lakers? C'est la prochaine section. La structure financière des Los Angeles Lakers complique pas mal les choses. Étant donné que les Lakers se retrouvent dans le premier éperon, eh bien, ils doivent faire attention à ce qu'ils font. Par exemple, ils ne pourront pas utiliser de sign and trade, ou plutôt, ils pourront utiliser le sign and trade pour aller chercher un agent libre qui aurait un salaire plus élevé. Mais dans cette transaction, ils ne peuvent pas prendre plus de salaire, justement, et envoyer vers le partenaire de transaction moins de salaire. Donc, ils ne peuvent pas absorber plus de salaire que ce qu'ils envoient vers le partenaire de transaction. Ça, c'est une première chose. Aussi, les Los Angeles Lakers doivent faire attention de ne pas tomber dans le deuxième éperon. Il ne faut pas qu'au moment de re-signer LeBron James ou au moment où LeBron James prend sa player option, il ne faut pas que les Lakers passent dans le deuxième éperon. S'ils passent dans le deuxième éperon, eh bien, ils vont compliquer les choses. Ils ne vont pas pouvoir utiliser, par exemple, le fameux Mid-Level Exception, Non-Taxpayer. Rappelez-vous, c'est 14 120 000 $ plus ou moins. Et ce montant-là, qui peut être intéressant pour aller chercher un joueur plus ou moins d'impact, eh bien, les Lakers ne pourront pas l'utiliser. Ça dépendra également de la décision que prendra Dorian Finney-Smith. Ça dépendra de quel contrat il aura aux Los Angeles Lakers. En tout cas, il faut bien comprendre que cette valeur de 14 120 000 $ ne sera pas automatiquement utilisée par les Los Angeles Lakers. Ça dépendra de l'état de cette masse salariale. Ça dépendra donc des décisions de LeBron James et de Dorian Finney-Smith. À côté de ça,
les Lakers auront le Mid-Level Exception Taxpayer. Vous vous rappelez, c'est 5 600 000, quelque chose comme ça. En tout cas, un peu moins de 6 millions de dollars. Ce montant peut nous aider, on va le voir dans la liste des free agents, à acquérir peut-être quelqu'un d'impact, mais en tout cas pas un joueur qui va changer diamétralement la trajectoire des Los Angeles Lakers. Ça, il faut bien le garder en tête. En tout cas, dans cette simulation, je compte bien utiliser ce Taxpayer Mid-Level Exception pour un joueur que j'ai en tête. Et à côté de ça, ce ne seront que des salaires minimums. Ce seront des vet min. Et dans ce cas, je pense que les Lakers vont en utiliser 3 pour aller chercher un meneur, pour aller chercher peut-être quelqu'un sur les ailes, on dira 3-4, et peut-être pour aller chercher un pivot de seconde zone. Je pense que la plus grande dépense des Los Angeles Lakers se fera sur le poste 4 et le poste 5, et que le poste de meneur et la défense sur le périmètre dont a parlé Rob Pelinka, ce sera plutôt du côté des trades que cela se réglera. En tout cas, on va analyser cette liste des agents libres en commençant par le poste de meneur. Il est tout à fait clair que nous n'allons pas pouvoir signer Fred VanVleet aux environs de 6 millions de dollars. Ça ne se fera pas puisque le garçon, il y a une option pour lui qui est une option d'équipe à 44 millions de dollars. Donc, vous voyez, c'était juste pour vous donner un exemple. Ce sera pas Kyrie non plus. Malcolm Brogdon, il faut voir dans quel état physique il se trouve. Ça peut être une option. Même si le garçon, il va chercher sur le marché un salaire beaucoup plus élevé que ce qu'il avait l'année passée. D'Angelo Russell, non. Ici, j'aime bien Dennis Schroeder, mais Dennis Schroeder ne signera pas pour le non-taxpayer mid-level exception à hauteur de 6 millions de dollars. Alors, Chris Paul, c'est peut-être une option. Si vous considérez que les Lakers n'ont pas besoin de se rajeunir, peut-être que Chris Paul peut être un floor general pour organiser un petit peu la second unit de cette équipe des Los Angeles Lakers. Mais est-ce que Chris Paul peut encore jouer au haut niveau une saison de 82 matchs? Je doute fort que ce soit le cas. J'aime bien le profil de Trey Jones, mais j'irais plutôt soit sur Javon Carter, qui est pour moi un meilleur défenseur sur ce poste, ou alors Gary Payton Jr. Le problème avec Gary Payton Jr., c'est que c'est pas vraiment un meneur. Je le vois plutôt comme un combo guard ou plutôt un arrière. Et puis, je ne pense pas qu'il va être disponible pour le non-taxpayer. Eh bien, ça me ramène plus bas, beaucoup plus bas dans ce classement, parce que ce sera pas Davion Mitchell, même si j'aime beaucoup ce profil, mais Davion, on voit qu'il est restricted free agent et que son équipe possède son bird right, donc il va rester, à mon avis, du côté de Miami. Ça me permet de descendre. Corey Joseph, je pense qu'il n'a plus rien. Il ne peut plus rien apporter. Cette année avec Orlando, ça a été un peu catastrophique, donc je n'irai pas dans ce sens-là. Et alors, ça me ramène à Tyus Jones. En fait, je me rends compte que sur ce poste 1, il n'y a pas ce que je cherche, puisque j'ai dit que je cherchais un meneur méthodique, intellectuel, défenseur sur le point of attack, et en fait, j'en ai pas. À ce prix-là, j'en ai pas. Et à n'importe quel prix d'ailleurs, ce joueur n'existe pas sur ce marché. Et c'est pour ça que je dis que pour régler ce problème, il faudra le régler via les trades. Et donc, sur ce premier poste, c'est plutôt le garçon Tyus Jones, qui pour moi a fait une bonne saison avec Phoenix, mais qui n'a pas non plus été transcendant. Je trouve qu'il peut faire mieux. C'est un vrai organisateur de jeu. On se souvient lorsqu'il était du côté de Memphis, c'était un organisateur de jeu assez fiable. Quand Ja Morant n'était pas là, il prenait l'équipe en main et il arrivait à manager cette équipe et la pousser à gagner des matchs, etc. Et puis, cette année, dans le chaos total de Phoenix, il n'a pas vraiment émergé. C'est dommage, mais en tout cas, je pense que ça peut être une solution. Sinon, il faut aller sur du Markelle Fultz, qui n'a pas joué depuis longtemps, et on se demande dans quel état il sera. Il y a du Ben Simmons, mais il n'y a pas de shoot extérieur. Ici, on voit qu'il y a du Jordan Goodwin, mais on a une team option. Donc, a priori, pour ce prix-là, les Lakers vont prendre son option. J'en suis pratiquement certain. Voilà, donc pour moi, sur ce poste 1, il y a Bones Island qui est là aussi. Où est-ce qu'il est, Bones Island? Où est-ce qu'il est? Il est là. Il est là. Nation Island, c'est un meneur qui peut m'intéresser éventuellement, mais il faut voir. Il faut voir ce qu'il peut apporter. En tout cas, sur ce premier poste, j'irai sur Tyus Jones. Je propose de passer sur le poste 2,
Mais a priori, je n'irai chercher personne sur le poste de shooting guard. Je pense pas que ce soit le besoin le plus important pour les Los Angeles Lakers, même si ça vaut quand même la peine de voir les profils. Par exemple, on voit Bruce Brown, lui, il est aux environs de 22 millions et demi. C'est quand même un prix qu'on ne pourra pas payer. Et ce garçon, je ne m'attends pas à ce qu'il prenne un pay cut pour jouer dans une équipe comme les Los Angeles Lakers. Il est beaucoup trop arrogant pour ça. Et Tim Hardaway aurait été un excellent shooting guard parce qu'il est assez long, il peut défendre sur le périmètre. Mais voyez, au prix où il est, c'est pas possible. Et en fait, dans cette catégorie des shooting guards, il n'y a pas grand monde qui soit disponible au prix qu'on a à payer, à moins que Quentin Grimes décide qu'il va faire payer les Dallas Mavericks et qu'il va se retrouver avec Luka Doncic comme au bon vieux temps de l'équipe des Mavs de Dallas. Dans un tel cas, eh bien, je suis prêt à accepter Grimes dans notre équipe. Eh bien, sur ce poste 2, il y a également Gary Trent Jr. Voyez le salaire de Gary Trent Jr. Et s'il pouvait re-signer aux Lakers à ce prix-là, ça aurait été vraiment extraordinaire. Voilà donc pour ce poste 2. On passe à présent au poste 3. Et de fait, ce poste 3 est celui qui nous intéresse au plus haut point, avec celui de pivot. On va le regarder. Sur ce poste de small forward, il y a du monde. Certains m'ont parlé de Duncan Robinson. Il faudra faire un sign and trade. Il faudra en parler de cette histoire de sign and trade. Les Lakers sont aussi soumis à des restrictions par rapport à cela, du fait qu'ils se retrouvent dans le premier éperon. Donc ce ne sera pas tout à fait facile d'aller chercher un tel joueur. En plus, c'est un shooter, pas grand chose d'autre. C'est pas un playmaker, c'est surtout pas un défenseur. Donc les joueurs unidimensionnels, même si c'est un excellent spécialiste, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Pour moi, Duncan Robinson n'est autre qu'une version expérimentée de Dalton Keunig, donc on va pas cumuler ce genre de joueurs dans notre roster. Par contre, j'aime bien Kelly Oubre Jr. C'est un garçon qui peut défendre, qui peut shooter, qui peut faire un peu de playmaking. C'est un joueur qui a du cœur, mais c'est pas une personnalité tellement facile à gérer. Pourquoi pas un Kelly Oubre Jr., mais ici on parle vraiment de mecs qui acceptent de jouer pour le salaire minimum. Ce ne sera pas du tout le cas de Kelly Oubre Jr. et en plus, je ne mettrai pas le non-taxpayer sur lui. Nicolas Batum, je pense que c'est un joueur qui pourrait nous intéresser, même si on voit son âge, hein, il a bientôt 37 ans. C'est compliqué de pouvoir garder un tel joueur en forme pendant toute une saison, mais on voit que son salaire est assez friendly. Les Clippers ont signé pour ce montant-là, un peu plus que le salaire minimum. Dès lors, je pense qu'il ne va pas accepter de jouer aux Lakers pour le salaire minimum. Alors, si on descend un tout petit peu, moi j'aime beaucoup Guy Santos. Guy Santos, je trouve que vraiment c'est un joueur très intéressant. En plus, il est extrêmement jeune. Une seule saison en NBA. Son salaire est encore un salaire rookie, mais je pense que le club va prendre l'option. Il faut pas jouer avec ça. En plus que l'option était à 2,2 millions. Franchement, vu ce qu'il apporte à cette équipe des Warriors, je doute vraiment fort qu'on le laisse filer vers un concurrent direct comme les Los Angeles Lakers. Puis dans ce classement, il n'y a pas vraiment de vrai 3&D capable d'apporter ce que l'on cherche. Dès lors, je ne resterai pas tellement longtemps sur cette catégorie-là. Bref, sur ce poste 3, il n'y a pas énormément de solutions non plus. Certains joueurs sont des vétérans qui ont bourlingué un peu partout dans la ligue. Je pense à Doug McDermott, je pense à Nicolas Batum, je pense à Jay Crowder. Ce sont des joueurs qui n'apportent pas une vraie valeur ajoutée à cette équipe des Los Angeles Lakers. Ici, vraiment, le joueur qui m'intéresse, c'est Guy Santos, le Brésilien, des Warriors de Golden State, qui peut apporter pas mal de choses, beaucoup de versatilité, qui peut défendre, qui peut prendre du rebond. Ça, c'est vraiment le joueur que j'irai chercher. Mais je pense que les Warriors ne le laisseront pas. Dès lors, c'est sur le poste 4 peut-être qu'il faudra aller chercher un combo forward. Eh bien, on y va tout de suite. Et de fait, il y a quelqu'un sur ce poste 4 qui m'intéresse. Vous allez le découvrir avec moi. Donc, je change de catégorie. Bon, évidemment, vous voyez que LeBron James est là, Julius Randle. Le seul moyen d'obtenir un joueur comme Julius Randle, c'est sign and trade. Il faudra envoyer 3 salaires du côté des Wolves pour aller chercher Julius Randle. Vous voyez qu'il est à près de 30 millions de dollars.
Et aussi, vous voyez que Dorian Finney-Smith est dans cette catégorie. Bobby Portis, il y a un problème quand même avec la défense. En plus, le garçon touche 12 millions de dollars cette saison. Donc, je ne le vois pas arriver aux Lakers au salaire minimum. Chris Boucher, ça peut être intéressant, mais c'est exactement la même chose. Larry Nance Jr., drafté par les Los Angeles Lakers. Lui, écoute, il a été absent toute la saison. Peut-être qu'il acceptera de prendre le non-taxpayer, mais pas le salaire minimum. Donc ici, il faudra descendre. Très light, j'aime bien ce joueur, mais je pense pas que ce soit ce qu'on cherche. Jonathan Kuminga, je pense que l'équipe des Warriors trouvera une possibilité de le re-signer. Donc tout ça, je pense pas que ce soit vraiment raisonnable et réaliste. Par contre, reprendre Taurean Prince, qui a déjà joué aux Lakers au salaire minimum, ça peut être également une solution. Il faudra garder ça en tête. Mais surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est ici. Gershon Yabusele. Eh bien, franchement, si ce garçon veut jouer aux Lakers, cette saison, je suis sûr que les Lakers lui offrent le salaire minimum à hauteur de ce qu'il a gagné cette année ou un tout petit peu plus, aux environs de 3 millions de dollars. Ça peut faire l'affaire. Si je suis Rob Pelinka, je vais chercher Gershon Yabusele parce que ce garçon peut nous permettre de jouer sur le poste 3, sur le poste 4 et même sur le poste 5 comme pivot de small ball, capable d'ouvrir le court, d'apporter du spacing. C'est vraiment le joueur que je voudrais sur ce poste 4. Eh bien, on part directement sur le poste 5. Sur le poste 5, je suis intéressé par 2 joueurs. Et là, il y a beaucoup de garçons qui m'intéressent dans ce classement. Brook Lopez étant un l'un d'eux. Je pense que le seul moyen de l'obtenir sera via sign and trade. On parlera de la question de sign and trade dans une autre émission parce qu'il faudra parler de la différence du salaire qui entre et du salaire qui sort. Ça, je vous promets qu'on fera une émission là-dessus parce que ça sera l'une des clés de cette intersaison. À côté de Brook Lopez, il y a un garçon qui s'appelle Clint Capela qui n'a presque pas joué de la saison 2024-2025. Peut-être que ce garçon voudrait se relancer après de 31 ans aux Lakers dans une équipe qui va lui permettre d'être en valeur. Il va jouer avec Luka Doncic, un peu comme quand il a fait des merveilles avec Trae Young. Eh bien là, il sera avec Luka Doncic, avec LeBron James éventuellement, ou avec Austin Reeves. Peut-être que ça peut lui permettre de remonter vers un contrat intéressant. Surtout que ici, le problème, ça va être le fait qu'Atlanta peut décider de le garder ou pas. Mais je pense pas qu'Atlanta va le faire. Donc ce garçon peut être disponible pour ce que j'appelle le non-taxpayer à hauteur de 6 millions de dollars l'année. Donc je vois les Lakers lui donner un contrat de 2 ans à hauteur de 12 millions de dollars avec la 2e année en option du joueur ou de l'équipe. Vu que c'est lui qui va faire un effort financier, ce sera une option de joueur. Ce sera une player option. Mais franchement, pour être un backup center, ce serait vraiment intéressant d'avoir Clint Capela. Derrière, peut-être un Miles Turner. Ça dépendra de ce qu'on fera au niveau des trades. Mais je suis persuadé que le pivot titulaire des Los Angeles Lakers l'année prochaine arrivera via trade. Il reste également Steven Adams. Donc, je pense que au niveau du trade, les Lakers essaieront d'avoir dans ce trade à la fois un pivot titulaire, un 3&D ou un meneur. Mais en tout cas, ça peut faire l'affaire soit pour Brook Lopez, soit pour Miles Turner, soit Naz Reid, soit Steven Adams, ou alors Kevon Looney. Au-delà de ces garçons-là, je ne ferai pas de trade. Tout le reste, j'essaierai de les avoir via ce salaire minimum. Et parmi ces candidats pour ce salaire minimum, dans cette liste, il y a pas mal de joueurs. J'aime bien Dwight Powell, puisqu'il a joué du côté de Dallas avec Luka Doncic. Sinon, celui que je préfère, et alors on va descendre pour aller le chercher, c'est Luke Cornett. Luke Cornett des Celtics de Boston, qui n'a pas vraiment le shoot extérieur, mais qui peut se battre au rebond, qui peut faire plein de choses avec du QI basket. Ça pourrait être intéressant d'être le 3e pivot de cette rotation des Los Angeles Lakers. Sinon, il y a un garçon que j'aime beaucoup, c'est Dayon Sharp. Et lui, je pense qu'il va essayer de toucher de l'argent cet été. Il ne prendra pas de salaire minimum. Au pire, il prendra le non-taxpayer. C'est pour ça que j'en fais pas une priorité. Et si tout ça ne marche pas, notre garçon Jackson Hayes est là. Jackson Hayes est là comme 3e pivot. C'est un monde de différence. Entre l'année passée où le garçon
était censé être le pivot titulaire et cette année où il serait le 3e pivot. Et là, les Lakers pourraient le signer un tout petit peu plus haut que le salaire minimum qu'il a perçu la saison passée. Ici, on voit qu'il est toujours à Nouvelle-Orléans. C'est une erreur. Il est bien aux Lakers et les Lakers possèdent son bird rights. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent aller jusqu'à 3,5 millions ou 4 millions pour le signer sur 2 ans. Avec la 2e année en option, ça peut être intéressant pour ce poste 5 comme étant 3e pivot de cette rotation. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée aux agents libres. Ce marché des free agents qui risque de changer le destin des Los Angeles Lakers, mais marché au cours duquel les Lakers ne pourront pas faire des folies, il faut bien le comprendre. La grande majorité des moves des Los Angeles Lakers se fera au niveau des trades. Ça veut dire que si vous êtes attaché à un certain nombre de joueurs de ce roster, vous risquez d'être déçu. Mais c'est la loi du jeu. Vous aurez le temps de vous attacher aux nouvelles têtes de ce roster. Je vous laisse en espérant que vous êtes un nouvel abonné de cette chaîne, que vous m'avez mis ce petit pouce bleu qui me fait tellement de bien, que vous avez mis les commentaires dans l'espace réservé à cet effet et que vous avez partagé cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.